Je suis Bernard Paquette, je suis analyste principal à l'Enquête nationale sur la santé de la population. Ça fait plus que 7 ans que je travaille pour le NSP. Je crois que c'est seulement la deuxième fois que je fais la présentation en français. C'est que si je vous glisse des anglicismes, vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur, bien que je vienne de Québec, là, mais je suis habitué de la faire en anglais. Andrew McKenzie, c'est le chef de l'enquête. On a mis les deux noms sur la présentation parce que moi, je suis en train de quitter tranquillement le NSP. Si vous avez besoin de contacter quelqu'un, la meilleure personne à contacter sera Andrew dans le futur. Les objectifs de l'enquête. Est-ce qu'il y a du monde ici, d'abord, qui ont travaillé avec le NSP dans le passé? Oui. NPHS, non? Vous avez travaillé avec de manière longitudinale ou transversale? Longitudinale. Est-ce qu'il y a d'autres mondes qui ont travaillé sur les enquêtes longitudinales de StatCan? Le DTR? Le DTR. OK. Donc, c'est pas trop perdu ici. L'objectif principal de l'ENSP, c'était d'aider au développement des politiques publiques, comme toutes les enquêtes de StatCan. C'est la condition numéro 1 pour pouvoir mettre sur pied une enquête. Le véritable enjeu, c'est de comprendre les déterminants de la santé. Ici, on comprend bien que c'est différent. C'est légèrement différent des objectifs de l'ESCC que vous avez vu ce matin. On parle ici de déterminants. On ne cherche pas à avoir des taux, mais plutôt à avoir une perspective sur comment les choses arrivent. On voulait s'assurer d'un véhicule pour collecter des données sur les corrélations économiques, sociales, démographiques, occupationnelles et environnementales de la santé, et d'améliorer la compréhension de la relation entre l'état de santé et l'utilisation des soins de santé. On a une série de questions sur l'utilisation des soins de santé. De la manière que l'enquête est structurée, on voulait chercher à suivre un panel de personnes pour refléter les processus dynamiques de la santé. Donc, en intervenant tout le temps les mêmes personnes, on peut voir comment la santé des individus progresse dans le temps. À l'origine, quand l'enquête était à la fois transversale et longitudinale, on voulait aussi avoir un moyen de compléter le contenu ou l'échantillon. Cette partie-là de l'enquête, comme vous avez pu le voir ce matin, fait maintenant partie de l'ESCC. Et finalement, le dernier objectif qu'on avait, c'était de permettre de lier les données de l'enquête avec les données administratives. Ici, on donne comme exemple la base de la mortalité. Ce lien-là, on le fait pour vous. Quand quelqu'un décède dans l'enquête, on essaie de confirmer le décès et de confirmer la cause de décès en utilisant la base de mortalité. Ça nous permet de faire deux choses. Ça nous permet de trouver les gens qui disent qu'ils sont morts juste parce qu'ils ne veulent pas nous parler. Puis ça nous permet... il y en a qui s'essayent. Ça crée dans le fichier, maintenant, on a des morts vivants, parce que je sais que tu appelles, puis la personne dit « Ah oui, non, il est mort », puis tu rappelles 2 ans plus tard, puis il répond à l'enquête au complet. Oups. Il y en a qui le s'essayent. Mais ça nous permet surtout de confirmer, c'est ça, que la personne est bien décédée, à quelle date elle est décédée et la cause du décès. C'est un bon exemple de lien avec les données administratives qu'on peut faire. Différence entre une enquête transversale et une enquête longitudinale. L'enquête transversale, comme le SCC ce matin, ça nous donne une image dans le temps. On prend une photo et voici l'état de la population. Exemple, on peut savoir combien il y a de taux de cancer du poumon à un moment X. C'est ce que ça nous permet de faire. Une enquête longitudinale, quand on interviewe les mêmes personnes dans le temps, ça ne sert plus nécessairement à donner les taux dans le temps, mais plutôt comment le cancer peut apparaître chez une personne. Qu'est-ce que la personne a pu faire dans le passé pour que le cancer apparaisse à un certain moment. On donne toujours l'image, c'est comme un film. C'est comme si quand on dessine les petits bonhommes dans le bas d'une page, puis on flippe les pages, puis là, on voit la chose changer. Un autre exemple, c'est quand on a interviewé des enfants au cycle 1, on avait des enfants qui avaient 0 ans, des bébés naissants.
Ben maintenant, ça fait 14 ans qu'on les suit dans le temps, c'est qu'on peut voir leur poids augmenter, leur taille grandir. Fait qu'on on voit cette dynamique-là. Ça nous permet de faire de l'analyse causale aussi. Un bon exemple de ça, c'est si on prend le SCC, on va se rendre compte qu'il y a un lien entre le stress et la migraine. La question maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qui arrive en premier. Est-ce que c'est parce qu'on est stressé qu'on développe des migraines ou bien c'est parce qu'on a des migraines qu'on devient m'amener complètement stressé puis pas mal. En utilisant les données de l'ENSP, si on sélectionne des gens au temps 1, c'est-à-dire au cycle 1 ou n'importe quel temps qu'on décide de fixer comme étant le temps 1, et qu'on sélectionne des gens qui sont ni stressés et qui n'ont pas de migraine et des gens qui sont stressés mais qui n'ont pas de migraine, puis qu'on regarde 6 ans, 8 ans, 10 ans plus tard, on va se rendre compte qu'effectivement, c'est le stress qui vient en premier et la migraine qui se développe avec le temps. C'est vraiment la différence d'analyse qu'on peut faire avec une enquête longitudinale comparée à une enquête transversale. Donc, pour les cycles 1, 2, 3, les 3 premiers cycles de l'enquête, on avait 3 composantes principales, 3 enquêtes, même on pourrait dire. La première, qui est l'enquête auprès des ménages, qui était à la fois longitudinale et transversale, qui permettait de donner des estimés nationales et provinciales. On peut parler plus petit que le provincial. On avait une composante dans le nord, c'est-à-dire qu'on avait un échantillon complètement différent pour le nord, qui est encore là à la fois longitudinale et transversale. Et on avait aussi une population qui a été échantillonnée dans les établissements de santé. Encore ici, on pouvait produire des estimés longitudinales, transversales au niveau national. Avec le temps, l'enquête a changé. La composante ménage transversale s'est en allée vers le SCC, ce qui veut dire qu'à partir du cycle 4 et suivant, le NSP ménage est simplement longitudinal. Quelqu'un qui voudrait utiliser des séries chronologiques peut utiliser le cycle 1, 2, 3 de l'ENSP et continuer avec le SCC. Le contenu est similaire dans la plupart des cas. La composante nord transversale s'est en allée aussi avec le SCC. La composante longitudinale a été arrêtée. Parce que l'échantillon était devenu trop petit et en plus, c'était très coûteux pour la taille qu'on avait. Les établissements de santé, la composante transversale est arrêtée aussi au cycle 3 et l'enquête est devenue purement longitudinale. Si on regarde pour les cycles 4 et 5, ce qu'on va retrouver, c'est une enquête longitudinale ménage, une enquête longitudinale établissement de santé. Finalement, 2004 et plus, l'enquête dans les établissements de santé a été arrêtée. Raison est bien simple, il n'y avait plus de monde dans l'échantillon. Après 3 cycles, on avait déjà perdu la moitié de l'échantillon, les gens étant décédés. Après 5 cycles, on avait à peu près le quart de l'échantillon. Mauvaise nouvelle. Quand on apprend qu'on s'en va en établissement de santé, notre espérance de vie commence à être mesurée, si on peut dire. Ce qui fait que maintenant, on a 2 gros véhicules si on veut faire de l'analyse. Transversale, on utilise le SCC. Vous avez eu tous les détails ce matin en long et en large. Et on a l'enquête, le NSP, qui est purement longitudinale, qui permet de faire des estimés nationales et provinciales. C'est clair pour tout le monde? C'est que si on veut juste résumer encore, on résume, on se répète. Mon patron qui a fait la présentation, il est tout nouveau avec l'enquête établie il y a 6 mois, ça fait qu'il ne savait pas trop combien d'important, peu important. La présentation, au moins il s'est répété pour être sûr de ne rien oublier. Donc, l'enquête a débuté en 94-95. Premier cycle 1, c'est 94. On est en train de terminer le traitement du cycle 8. Ça veut dire qu'on a 8 points dans le temps présentement pour faire de l'analyse.
L'enquête est planifiée pour durer 10 cycles, donc 18 ans. On pousse très fort présentement pour essayer d'avoir un 11e cycle pour avoir 20 ans de données. À mesure qu'on avance dans le temps, bien, la maturité de l'enquête devient de plus en plus intéressante parce qu'on a beaucoup de points à regarder. Si la collecte a lieu à tous les 2 ans, on n'est pas trop fort en maths. On a 5 trimestres de collecte dans un an. Comment on fait 5? On fait 4 trimestres, puis le 5e trimestre déborde dans l'année suivante. Pourquoi on a fait 4 trimestres? C'est pour tenir compte de la saisonnalité. Pas que quand on interviewe une partie, tout le monde a la grippe, puis tu interviews une autre partie, puis tout le monde a des coups de soleil. Là. On a 4 trimestres, puis le 5e trimestre, c'est un trimestre pour le nettoyer. C'est-à-dire que si on ne réussit pas à rejoindre quelqu'un au premier trimestre, on renvoie la personne au trimestre 3. Si on ne réussit pas à les rejoindre au trimestre 3, on va se réessayer une dernière fois au trimestre 5. 2 va dans 4, 4 va dans 5 encore. La population cible de l'échantillon au départ, c'est les ménages, c'est les résidents des ménages dans toutes les provinces. On a exclu les réserves indiennes, les forces armées canadiennes, les régions éloignées du Québec, de l'Ontario. Les régions éloignées, pourquoi? Parce que ça coûte cher aller interviewer les gens là-bas. Les enfants âgés de 0 à 11 ans au premier cycle ont été collectés via l'enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes. Je laisse ça en anglais, celle-là. Et à partir du cycle 2, ils ont été rapatriés dans le NSP et on les a interviewés avec tout le monde par la suite. Donc, on fait des estimés au niveau national, provincial. La base de sondage du cycle 1, c'est l'enquête sur la population active pour l'ensemble du Canada, puis l'enquête sociale et de santé pour la partie québécoise. Vous avez vu avec le SCC aussi, ils utilisent la même base de sondage. Pourquoi on utilise l'EPA? Parce que les gens qui répondent à l'EPA sont des bons répondants, donc on les choisit une deuxième fois. Si on vous appelle pour l'EPA, vous avez des bonnes chances qu'on vous rappelle pour d'autres choses dans le futur. Ce qu'on a fait à l'origine, c'est qu'on a échantillonné, on a construit un échantillon de ménage. On a interviewé de manière générale tous les membres du ménage. Il y a eu une composante santé pour l'ensemble des membres du ménage et ensuite de ça, l'ordinateur choisissait une personne au hasard et cette personne-là a été l'heureuse gagnante pour devenir un répondant longitudinal. Donc, l'échantillon longitudinal a été fait de toutes les personnes qui ont répondu au complet ou en partie au questionnaire au cycle 1. On avait 17 276 personnes et c'est les 17 276 personnes qu'on a suivies par le passé. C'est-à-dire qu'au cycle 1, si on regarde dans le fichier longitudinal, il n'y a pas de non-réponse. Tout le monde est un répondant complet ou partiel au temps 1. Et par la suite, c'est cycle 2 suivant, toujours le même panel, les mêmes personnes. Ça vous donne les tailles d'échantillons par province. Évidemment, Québec, Ontario, plus gros échantillons, plus grosse province. L'échantillon transversal, quant à lui, comprend tous les membres de l'échantillon longitudinal, les enfants longitudinaux aussi. Au cycle 1, il y a eu des achats supplémentaires d'échantillons. L'Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Colombie-Britannique, le Manitoba ont racheté de l'échantillonnage supplémentaire, ce qui fait qu'avec ça, on a construit l'échantillon transversal. La même chose au cycle 2. On peut voir qu'il y a eu un très gros suréchantillonnage en Ontario, un assez bon échantillonnage au Manitoba, Alberta. Quelqu'un qui veut travailler essentiellement sur du transversal, le cycle 2,
c'est le cycle à utiliser. C'est là qu'on a eu le plus gros échantillon. Finalement, le cycle 3, il y en a eu encore un peu. Et au cycle 3, on a fait une mise à jour de l'échantillon transversal uniquement. On a rajouté des enfants de 0 à 4 ans pour augmenter la représentativité et quelques nouveaux immigrants. Ça vous donne, grosso modo, les tailles d'échantillons. Comme on peut voir, la partie bleue, c'est la partie du panel longitudinal qui reste la même dans les 3 échantillons transversales, plus les achats de suréchantillons. Donc, si on résume, l'échantillon, au départ, pour les 3 premiers cycles, c'est pour des fins transversales et longitudinales. À partir du cycle 4, seulement longitudinal. On a 17 276 personnes qu'on suit. Toujours le même échantillon. Il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas de mise à niveau. C'est un échantillon purement longitudinal. Ça veut dire que le seul moyen de sortir de l'échantillon, c'est soit de devenir de la nombre-réponse puis de se cacher bien loin, ou de devenir un de nos meilleurs répondants, c'est-à-dire une personne décédée. Parce qu'une personne décédée, c'est un répondant complet jusqu'à la fin. Son état de santé ne changera plus. Alors, la dernière petite phrase, c'est quand on fait l'analyse longitudinale, l'enquête représente la population telle qu'elle était en 1994. Quand on utilise l'enquête d'une manière longitudinale, 1994 étant le temps 1, c'est toujours pondéré comme étant la population à ce moment-là. Il ne faut pas essayer de faire des taux en utilisant la cohorte longitudinale pour savoir les taux de cancer en 2008 en utilisant l'enquête de 2008. On n'aura pas la bonne chose. On va avoir le nombre de personnes qui existaient en 1994, qui ont développé un cancer en 2008. C'est ce que ça va nous donner. Par contre, pour l'enquête transversale, chacun des 3 cycles représente l'année pour laquelle les données ont été recueillies. C'est-à-dire que le cycle 1 représente 94-95, le cycle 2, 96-97. La collecte a été faite en personne au cycle 1, c'est-à-dire tous les ménages du cycle 1 ont été rencontrés face à face lors de la première rencontre. Il y avait 2 questionnaires, un questionnaire général, un questionnaire santé. Les données générales sur la santé ont été recueillies pour l'ensemble du ménage. Et ensuite de ça, comme je le disais, l'ordinateur a sélectionné un membre qui, lui, a eu la chance de répondre au questionnaire plus long. Le questionnaire, quelqu'un en bonne santé devrait rester au téléphone avec nous pour 45 minutes. Si on n'est pas vraiment en bonne santé, ça peut aller au-delà des 2 heures. J'ai déjà fait le monitoring sur une entrevue qui avait duré 2 heures et quart. La madame, elle avait tout. Tout. Tu demandes quelque chose? Oui, je l'ai, mon médecin. Oui, madame. Maintenant, prenez-vous des médicaments? Oui, j'en prends 15. OK, on en collecte 12 ici. Donnez-nous les 12 plus importants. Le questionnaire peut facilement devenir long quand on a tous les choses. Mais quelqu'un qui est en bonne santé, en dedans de 45 minutes, devrait s'en sortir. Pardon? Avoir les oreilles qui abandonnent après. Quand nous, on l'écoute, c'est pas si facile. C'est le pauvre intervieweur qui est obligé de lire toutes les questions, puis de s'en aller, puis les gens, souvent, dans ces cas-là, les gens sont... mais vous savez, mon bon docteur m'a dit que patata, puis là, tu as l'intervieweur. Oui, ah oui. Et maintenant, madame, j'aurais une autre question pour vous. Ils sont très bons, les intervieweurs. Surtout pour les enquêtes comme le SCC, le NSP. La sélection qu'on fait des intervieweurs, c'est vraiment on prend les meilleurs dans les bureaux d'habitude pour travailler là-dessus parce que c'est ça, être capable de tenir 2 heures et quart puis de ne pas perdre le fil puis de ne pas avoir le goût de dire à la personne on raccroche. Faire une enquête santé, c'est pas comme faire une enquête sur les voyages ou une enquête sur la population active. Donc, à partir du cycle 4, comme on était juste longitudinal, puis on interviewait seulement les personnes
longitudinal. On a combiné le questionnaire en un seul questionnaire. Mais on récolte toujours de l'information générale sur le ménage, dans le sens qu'on va voir la composition du ménage, qui reste là, c'est quoi les relations entre les gens. On va avoir des composantes comme le revenu du ménage, le plus haut niveau de scolarité, ou l'information sur le logement. Voici le nombre de réponses complètes à chaque cycle. Comme vous pouvez voir, le cycle 1, on est complet, 17 276, et au fil des ans, bon, il y a une érosion du panel qui se fait. Une partie de l'érosion est due au fait que les gens décèdent. On a quelque chose comme 2000 morts déjà dans l'enquête. On a les gens qui déménagent outre-mer. Si les gens déménagent outre-mer, on ne les suit pas. Par contre, on reste en contact avec leurs contacts, des fois qu'ils reviendraient. Si les gens déménagent aux États-Unis, on les contacte aux États-Unis juste pour garder un lien avec eux autres. Si jamais ils reviennent au Canada, on continue l'entrevue avec eux autres. Est-ce qu'il y a des abandons? Oui. Les gens, on a une politique à StatCan qui dit qu'on n'a pas le droit d'appeler les gens plus que 3 fois. C'est-à-dire qu'on appelle une fois, ils nous disent non merci. On rappelle une autre fois, ils disent non. La 3e fois, c'est quelle partie de non vous ne comprenez pas. On n'a plus le droit de les appeler. Ce qu'on essaie de faire, c'est de ne pas se mettre les répondants à dos. C'est qu'on appelle, mais si la personne est au trimestre 1, on va appeler une fois. On va attendre un petit peu. On va rappeler une 2e fois. Puis si on a encore un refus, ce qu'on fait, c'est qu'on renvoie le cas au bureau central, puis on va le renvoyer 6 mois plus tard. Des fois, on tombe sur un mauvais moment, il y a une situation personnelle dans la famille. Tu dis, bon, on va se réessayer dans 6 mois, puis si ça ne marche pas ce coup-là, ben c'est tout bad. Mais on va se réessayer dans 2 ans pareil. C'est qu'on on est assez tenace. Oui? Une petite question. 2 petites questions. La première, on voit que quand même l'attrition, c'est dans les environs, c'est un peu plus que 30%. Est-ce que ça s'est réparti de la même façon d'une province à l'autre? Ça, c'est ma première question. La deuxième, vous venez de dire qu'il y a environ 2000 personnes qui sont déjà décédées. Et rapidement, je me suis dit 2000. Il semble que le taux de mortalité dans le panel est plus élevé que le taux de mortalité dans la population générale. Alors. Parce que le panel est vieillissant. Comme je rajoute jamais de jeunes, la moyenne d'âge de mon panel est toujours de plus en plus vieux. 2 ans plus vieux à chaque année. Ça fait quelque chose de l'ordre de... Non. Le taux de mortalité, on a justement réalisé une étude il y a quelques semaines là-dessus. Le taux de mortalité dans l'échantillon est comparable à celui de la population. Si on contrôle pour le vieillissement. Si on contrôle, en partant du fait que la population a été sélectionnée il y a 14 ans. Ça veut dire, vous voyez mon point, il n'y a jamais plus de vieux, mais l'âge moyen de la cohorte vieillit, donc c'est normal qu'il y ait de plus en plus de décès. Et il n'y a jamais de naissance, il n'y a jamais d'immigration non plus dans le panel. L'attrition par province, est-ce que la répartition est la même ou bien il y a des provinces qui ont... C'est là que je veux vous dire, je ne saurais pas vous répondre comme ça. Mais si vous voulez me laisser vos coordonnées, je pourrais revenir. Mais je vous dirais que c'est certain qu'il y a des provinces, quand il y a eu le boom en Alberta, on a eu beaucoup de monde qui sont partis de l'est vers l'ouest, mais on ne laisse pas les gens disparaître. Okay? Ça veut dire que si on cherche à rejoindre quelqu'un, de la manière que l'entrevue est faite, à la fin de l'entrevue, on demande toujours aux gens de nous laisser 2 coordonnées, 2 contacts. Un membre de la famille ou un bon ami avec leurs coordonnées complètes. Ce qui fait que si on ne veut pas rejoindre la personne, on va essayer avec les contacts, le 2e contact. Et si on ne réussit pas à les rejoindre encore, à ce moment-là, le cas, l'entrevue, est transféré à une équipe spéciale, comment on dit ça, du tracing, du dépistage.
On a des gens qui sont spécialisés dans le dépistage et, ma foi, je vous dirais, vaut mieux pas les avoir après nous. Mais juste pour vous donner un exemple, au cycle 1, on permettait aux gens d'utiliser un nom fictif. Ce qui fait que dans l'échantillon, on avait quelqu'un qui s'appelait Mickey Mouse. Et faire le dépistage de Mickey Mouse, c'est pas quelque chose de trop facile. Sauf qu'ils ont effectivement dépisté la personne. Mais le type était dans un bar avec son téléphone portable, puis tout de suite, quand ils ont dit « Bonjour, est-ce que je pourrais parler à M. Mickey Mouse? » Le gars, il a fait comme « Mais comment vous avez fait pour me retrouver? Mais comme vous m'avez retrouvé, je vais le faire. » Ça fait que... Disons que pour le dépistage, on va forcer beaucoup parce que, comme vous voyez, l'échantillon de départ n'est pas énorme. C'est que chaque cas est important. Tandis que le SCC ce matin, s'il leur manque 10 cas à la fin de la journée, là, ça ne va pas les empêcher de dormir sur 65 000 cas. Pour nous, si on en perd au cycle 7, si j'en perds deux dizaines, c'est plus tannant, là. C'est qu'on force vraiment pour essayer de rejoindre nos gens et de les garder avec nous. Bon, ça nous donne le taux de décroissance de l'échantillon. Mais si on regarde le taux de réponse de cycle à cycle, on est toujours à 80 plus ou moins 3 ce qui est extraordinaire pour ce genre d'enquête-là, surtout pour aussi longtemps que ça. La seule enquête qui fait mieux que nous autres, si je ne m'abuse, c'est une enquête britannique et ils payent les gens. C'est que ça aide un peu. Nous, à StatCan, on ne paye pas. Que les gens sont là parce qu'ils nous aiment bien ou parce qu'on est tenace. Comme je le disais plus tôt, on met beaucoup l'accent sur la formation des intervenants. On choisit, bon, on nous alloue souvent les meilleurs ou pour avoir fait beaucoup de formations, on voit les mêmes visages d'année en année. C'est les gens qui ont fait une année qui, entre les deux, vont travailler sur le SCC, reviennent avec nous autres. On a un pool d'intervenants qui est assez expérimenté. Ils ne mettront pas les gens qui viennent d'arriver d'un bureau régional ou d'un centre d'appel sur notre enquête. On fait aussi énormément de formations avec eux autres. Généralement, on fait 2-3 jours de formation avant le début de l'enquête avec les intervenants. On a des manuels, ça d'épais, avec des guides de réponses rapides. Les gens ont toutes sortes de questions. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? C'est qu'on leur donne des sales pitch, qu'on pourrait dire en anglais. On a aussi toute une stratégie de relation avec les répondants. C'est-à-dire qu'on les inonde de lettres, pour commencer. C'est-à-dire que quelques semaines avant d'aller les appeler, on leur envoie une lettre d'introduction en leur disant « Bonjour, nous voici encore, on arrive, soyez prêts. » Dans le cas où les gens refusent de nous parler, après le deuxième appel, on va leur envoyer une lettre de refus, une lettre qui leur dit bah, vous devriez répondre, on vous aime beaucoup et vous êtes. On a un bon. Je ne sais pas si ça fonctionne. On a aussi une lettre de non-contact, c'est-à-dire que si on appelle quelqu'un, ça ne répond jamais, mais qu'on appelle ses contacts disent non, vous avez bien le bon numéro de téléphone, la personne que vous cherchez à joindre est là, on envoie une lettre de non-contact. Parce que les gens maintenant, avec l'afficheur, nous voient venir, c'est qu'on leur dit, ben, s'il vous plaît, même si vous nous voyez, répondez donc. Puis à la fin, quand ils ont répondu, on leur envoie une lettre pour les remercier. On leur donne toute l'information sur le site web. Ça fait qu'il y a une section, si vous êtes répondant à une enquête, ils peuvent aller là. Dans le passé, on a envoyé du matériel pour remercier les gens avec la lettre d'introduction. Au premier cycle, on avait envoyé un calendrier. Ensuite, on a envoyé un petit magnet pour mettre sur le frigo. Une année, on avait envoyé une mini-trousse de premiers soins qui fit dans un portefeuille. Cycle 7, on était encore plus malin. On leur a envoyé une calculatrice pour l'indice de masse corporelle, le BMI. Et là, on se disait, oups, je pense qu'on va faire une gaffe avec ça. Peut-être que ça va biaiser la réponse. Les gens vont dire, je devrais peser peut-être temps pour. Bon, on a fait de l'analyse, puis on n'a pas introduit de biais. Et pour être consistant avec le fait que le panel vieillit, au cycle 8, on a envoyé une règle loupe.
Comme ça, quand on pose la question, quel médicament vous prenez? OK. On avait un répondant, puis justement, il arrive au médicament, puis il dit, je prends des pilules pour les yeux, mais je suis incapable de lire ce qui est écrit sur la bouteille. Prends une autre pilule, peut-être. Bref, on avait envoyé beaucoup de matériel pour essayer justement de remercier les gens. Puis, étrangement, cette année, on a fait des focus group avec des répondants. Puis ils nous ont tous dit qu'ils s'en foutaient comme la carotte, qu'on leur envoie des cadeaux. Et qu'on n'envoie plus de cadeaux. Ils ont dit non, finalement, on va le faire. Ben, je crois que rendu à ce moment-ci, dans l'enquête, ça fait 8 ans, 8 fois, les gens savent qu'il reste 2, 3 fois peut-être, puis après ça, ils vont avoir la paix. C'est plus une petite affaire comme ça qui va les garder dedans. Là, ils ont compris le principe qu'on va leur courir après. Donc, pour la non-réponse, on leur envoie, on a des lettres de refus, des lettres de non-contact. On les renvoie à un trimestre ultérieur. Puis finalement, ben, si on n'a pas réussi à les rejoindre pour de bon, ben, on en tient compte lors de la pondération. L'échantillon est pondéré pour tenir compte de la non-réponse. Le dépistage, c'est ce que je viens de vous dire. On fait le dépistage sur l'échantillon longitudinal seulement. Ah oui, aussi, on inclut une carte de changement d'adresse avec les trucs qu'on leur envoie par la poste. Et croyez-le ou non, les gens nous les remplissent, nous les envoient. Chaque année, je reçois une pile. J'ai 400-500, des gens qui disent, j'habite plus ici, je m'en vais là, keep on the good work. Il y en a d'autres qui écrivent dessus, là, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Là, mais ça veut dire que je pense que les gens, à force d'être dans l'enquête, ils se disent, bon, ben, OK, tant qu'à l'avoir fait jusqu'à maintenant, aussi bien le faire jusqu'à la fin. On utilise les contacts. Quand ça s'en va à l'équipe de dépistage, alors là, ils utilisent les bureaux de poste, Canada, l'Internet et plein d'autres secrets. Ils n'utilisent pas Facebook encore. Est-ce que vous leur envoyez les résultats des analyses que vous faites? Oui. À chaque cycle, on a envoyé, ça faisait partie soit du package à l'introduction ou dans le remerciement. On envoie une espèce de clip des manchettes des journaux, où est-ce que c'est vraiment les données de l'ENSP qui ont été utilisées. Puis, bon an, mal an, on en trouve plusieurs. On avait envoyé aussi à un cycle une roulette où est-ce que tu avais les questions, puis tu avais les réponses en tournant. Oui. Puis, on avait questionné les gens à savoir est-ce que vous voulez l'information ou non. C'est que les gens qui ne voulaient pas le recevoir, on ne leur postait tout simplement pas pour éviter le gaspillage. Puis c'était une minorité. Puis au cycle 6, si je ne m'abuse, on a fait un suivi auprès d'un sous-échantillon. On a pris 270 personnes qu'on a recontactées pour leur demander s'ils avaient lu, qu'est-ce qu'ils avaient lu, qu'est-ce qu'ils avaient retenu, s'ils avaient trouvé ça utile. Et dans l'ensemble, la réponse était assez positive. 70% des gens avaient consulté la documentation et avaient trouvé ça utile. C'est quand même... J'imagine que si tu passes 1 heure au téléphone, tu veux bien essayer de voir qu'est-ce que ça peut bien donner, tout ça en bout de ligne. Finalement, lors du dépistage, aussitôt qu'on trouve la personne, on procède à l'entrevue. On ne fait pas le dépistage puis renvoyer ça aux intervenants. On le fait... On va le faire pendant qu'il est chaud. Ils sont là, on le fait. Pour le contenu, bon là, ce matin, je pense que vous avez eu des tonnes de slides sur le contenu. Ça fait que je vais vous finir ça plus simple. Comme le SCC, on a du contenu qui est commun à chaque cycle. Bon, tout ce qui est... Oui. Et les questions, non, les questions, même, c'est le même contenu, parce que... OK, excuse-moi. À chaque cycle, il y a du contenu commun, des questions qui reviennent à tous les cycles. On a aussi des questions qui vont revenir à tous les 2 cycles, à tous les 3 cycles. On a aussi des questions qui vont arriver une seule fois, surtout quand on cherche à voir ce qui s'est passé dans le passé,
Au cycle 5, on avait fait un exemple, on avait fait, je l'ai en anglais, Residential History, l'historique de résidence. C'est-à-dire qu'on questionnait les gens pour savoir où ils avaient habité dans les 20 dernières années. Il n'y a pas de raison de répéter cette question-là dans le futur parce que tu as les 20 dernières plus celles que tu es en train de faire maintenant. Par contre, on a des thèmes où est-ce que les analystes nous ont dit, bien, ce sont des problèmes de santé qui évoluent très lentement, donc ça ne sert à rien d'interviewer les gens tous les 2 ans sur le même truc. Si on le fait aux 4 ans ou aux 6 ans, ça nous éclaire assez, ou si on a 4 points ou 3 points dans l'ensemble de l'enquête, ça devrait être correct. Au cycle 1, 2, 3, on avait aussi des suppléments. Donc, les données ont été distribuées à part. Il y a l'enquête sur la promotion de la santé qui a été commanditée par Santé Canada. Il y avait une enquête sur l'AS qui a été commanditée aussi par Santé Canada, puis une sur la précarité alimentaire par Développement des ressources humaines Canada. C'est ce qu'on a. Je ne lirai pas tout ce qui est là. Vous l'avez vu ce matin. Si vous comparez côte à côte les diapos de l'ESCC puis les nôtres, vous allez voir qu'on se ressemble pas mal pour le contenu commun. C'est les questions typiques d'une enquête santé. Les enquêtes santé vont demander le revenu, l'éducation, les conditions d'emploi. Ce sont les déterminants les plus communs de la santé. On a aussi des modules plus détaillés, dont un sur le stress, que les répondants nous disent qu'ils trouvent ça très stressant de répondre à ce module-là. L'accessibilité aux services. Oui. Une question de clarification. Il y a 2 acétates. Quand vous avez la première sur le contenu, chaque cycle, moi c'est la 25. Ici, il y a des astérisques de certains thèmes. Pouvez-vous me dire c'est quoi? Fuck you. Je m'en souviens pas. C'est parce qu'en fait, c'est parce qu'on a volé les slides d'une vieille présentation. Je ne me souviens pas pourquoi on avait mis ça. Parce qu'il y a aussi une enquête sur les positions chroniques. Je ne vois pas ce qu'on a changé dans ça. Non. C'est peut-être parce qu'ils sont matchés avec d'autres fichiers. Ça devait être ça, mais mystère. On a toute une composante aussi sur l'accessibilité aux services. Au début, je disais, on veut voir justement les liens qu'il y a entre l'état de santé et l'utilisation des services, ou vice-versa, l'utilisation des services sur l'état de santé. Cette partie-là nous permet de faire ça. Les antécédents familiaux aussi, c'est peut-être un lien assez intéressant s'il y a un historique de cancer du sein dans la famille ou un historique de maladie cardiaque dans la famille. Ça peut avoir un effet sur votre propre. Donc, on a ça. Consommation de tabac. On mesure la force des cigarettes, mais c'est quelque chose qu'on a de plus en plus de difficulté à mesurer. Parce que les gens, comment on faisait ça? C'est qu'on leur demandait quelle marque de cigarette ils fumaient, puis après ça, Santé Canada nous donnait pour telle marque, voici la quantité de nicotine et de goudron qu'il y a dedans. Mais maintenant, il y a une partie grandissante de l'échantillon qui fume des cigarettes à plumes. Puis pour ça, Santé Canada n'a pas les données qui vont avec. Mais les gens nous répondent. Carrément, on prend les cigarettes de contrebande. Puis là, tu dis c'est le gouvernement qui est au téléphone, là, quand même. C'est que les gens sont très, très honnêtes. Mais pour nous, ça rend cette partie-là, la variable est un peu plus difficile à définir. On a la partie sur le problème de santé chronique, sommeil, image corporelle, antécédents familiaux, dépression. On a une longue partie là-dessus que les gens trouvent très pénible à répondre aussi. Tout ce qui touche la santé mentale, finalement, est très difficile pas à mesurer, mais à aller chercher au téléphone.
c'est la partie où est-ce que les intervieweurs doivent souvent ralentir et dire oui, on comprend. Coping with, faire face au stress aussi, c'est une partie qui est difficile. On a introduit aussi une nouvelle catégorie de revenus au cycle 6 pour les 80 à 100 000 $. C'est que j'imagine qu'avec le temps, les gens sont de plus en plus riches ou le niveau de vie a augmenté. Donc, on a de plus en plus de monde qui est obligé de créer une nouvelle catégorie. 6, si je ne m'abuse. Les contenus supplémentaires, bon, je pense que c'est pas à travers tout, mais l'enquête de promotion de la santé qui est disponible comme un fichier à part, tout ça dedans. Cycle 2, il y a un très gros supplément sur l'AS, si quelqu'un veut travailler là-dessus. Finalement, précarité alimentaire. Précarité alimentaire, on a ramené les questions principales au cycle 5 et au cycle 8. Donc, on peut voir l'évolution dans le temps de celle-là. Bon, je ne répéterai pas tout ça. Cette table-là vous donne qui a acheté quoi. Vous aviez eu une table comme ça pour le SCC ce matin, sauf qu'elle était 10 fois plus grosse. Si vous voulez voir, si vous avez besoin de voir si telle chose est disponible, vous pouvez référer à cette table-là. Ce matin, dans le SCC, vous avez vu aussi les produits finaux. Qu'est-ce qu'on diffuse à la fin d'un cycle? Vous avez le fichier maître, les fichiers partagés, puis le fichier public de microdonnées. Dans le cas de l'ENSP, on comprendra que le fichier public de microdonnées a été disponible seulement au cycle 1, 2 et 3. Pourquoi on a arrêté de les faire après? C'est que si on fait des fichiers publics de microdonnées sur une enquête longitudinale, il ne restera plus rien dans le fichier public parce que les questions de confidentialité, c'est plus facile de les contourner en ayant plusieurs cycles avec la même personne. Donc, ils sont disponibles pour les cycles 1, 2, 3. Ça peut toujours être utile comme référence. Après ça, il n'y en a plus. On a à tous les cycles un fichier maître, un fichier de partage. Le fichier maître, c'est celui qui est disponible dans les centres de données de recherche et à StatCan. Le fichier de partage, c'est celui qui va à Santé Canada, l'Agence publique l'Agence de la santé publique du Canada et les ministères provinciaux de la santé. Non? Les ministères ont une partie ou c'est la même chose. C'est la même chose que pour le SCC, c'est-à-dire qu'on peut partager les données seulement si les gens sont d'accord pour les partager. Donc, à la toute fin de l'entrevue, on demande permettez-vous de partager les données de l'enquête? Si oui, ils sont sur le fichier de partage, sinon, ils ne sont pas. Comme Julie a dû le dire, la différence entre les deux est très infime. Il y a un petit peu moins de monde dans le fichier de partage que dans le fichier maître. Le ECC est juste la partie provinciale qui est transférée au ministère provincial. Non, ils ont l'ensemble du fichier, moins ceux qui ont dit qu'ils ne voulaient pas partager. La pondération sur les deux fichiers fait en sorte que les résultats, les estimés sont comparables d'un à l'autre. Puis on n'a pas constaté de biais systématique dans les gens qui refusent de partager le fichier. Dans le cas de l'ENSP, c'est intéressant parce qu'on peut faire l'analyse de la non-réponse, du non-partage dans le temps. Puis on peut voir que c'est fortement corrélé avec les événements publics. Si vous vous souvenez, une année, il y avait eu un scandale à propos d'une méga base de données au développement des ressources humaines. Cette année-là, les accords de partage avaient été en chute libre. Les gens étaient un peu enfurés avec le fait que toutes sortes de données étaient amalgamées ensemble. Bien qu'on n'avait pas d'affaires là-dedans, nous autres. Donc, bon, ça vous donne les fichiers qu'on produit. Quand on fait de l'analyse longitudinale, le dernier fichier contient tous les cycles d'avant. Okay? C'est quelqu'un qui veut travailler avec le cycle 1, 5, 8.
on prend le fichier du cycle 8, tout est dedans. En fait, je vous dirais, la règle générale, c'est quand on fait du longitudinal, on prend le dernier fichier disponible. On ne prend pas les précédents. On conserve les précédents seulement pour le cas où quelqu'un voudrait répliquer des résultats exacts d'une étude qui avait été faite, mettons, au cycle 5 ou au cycle 4. Donc, les fichiers, les données doivent être identiques. Parce que ce qu'on fait, c'est que chaque cycle, souvent, si on a des nouvelles variables dérivées, on va les redériver pour chaque cycle. On va les ajouter au fichier. Si on trouvait une erreur, on la corrigerait, mais on la corrige juste dans le dernier. On ne la corrige pas dans les autres, ce qui permet de répliquer les résultats avec l'erreur, si erreur il y avait. Cycle 8, qui va sortir l'été prochain, le fichier contient presque 8000 variables. Je vais vous donner une idée de la taille de la bête. Il n'y a peut-être pas autant de répondants que CCHS, mais il y a beaucoup plus de points d'observation. L'analyse qu'on peut faire, bon, c'est principalement de l'analyse causale. C'est que si on veut voir qu'est-ce que quelque chose qui a été fait au temps 1 va avoir comme effet à un temps ultérieur. C'est le type d'analyse classique qu'on fait avec ça, mais de plus en plus, il y a des gens qui font aussi le pooling d'observation, où est-ce que c'est plus le répondant qui devient l'unité, mais c'est plutôt un événement. Exemple typique avec le NSP, c'est les gens qui fument, arrêtent, refument. On prend tous les gens qui ont fait cette trajectoire-là, puis là, on peut tous les mettre ensemble, et ça nous donne énormément d'observations. Tandis que si on regardait au niveau de la personne, sûrement qu'on aurait la même personne 4-5 fois qui arrête, qui recommence, qui arrête, qui recommence. On a au-delà de 220 projets actifs présentement. Si vous voulez en rajouter d'autres, vous êtes le bienvenu. On va regarder ça. Voilà. Vous avez des questions? J'ai appelé mon patron, Andrew. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup.